c'est toujours un moment riche, un moment d'échange avec les auteurs. Nous sommes avec Samuel Doc. On parle de ce livre, L'enfant thérapeute, et de manière générale, je crois que c'était le terme exact de la conférence, l'écriture permet-elle le pardon? Samuel Doc, on va parler d'enfant thérapeute tout à l'heure. Parlons du contenu de ce livre. C'est un livre dur, difficile, avec néanmoins, par-ci par-là, des soupçons d'espoir de temps en temps, de bien-être, finalement une vie particulière, mais une vie. Vous êtes docteur en psychopathologie, psychologue, clinicien, écrivain. Ma première question, elle est autour de ce métier. C'est juste un hasard. Comment êtes-vous arrivé à ça? Alors, merci beaucoup pour cette invitation et cette question. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Sur cette question du soin psychique, moi, à l'origine, je voulais être écrivain. Je ne voulais pas être psychologue. Cependant, lorsque j'étais au lycée, il y a eu une porte ouverte dans un établissement. J'ai pu rencontrer un professeur qui m'a donné envie de faire des études de psycho en me disant, ce serait l'idée pour moi de donner plus de consistance aux personnages auxquels je donnerais naissance, sans m'enfermer dans des études de littérature que j'estimais plus conventionnelles et peut-être plus, je ne saurais pas dire, je ne voulais pas être influencé en réalité. Et il s'est avéré que, bien sûr, il n'y a pas de hasard, que pour la première fois de ma vie, j'étais doué dans quelque chose, aider les autres. Première fois. Moi, j'avais toujours été un élève moyen, je raconterai après peut-être justement ce que j'appelais l'état fantôme, dont je parle dans le livre, qui était l'état de détresse que j'ai rencontré lorsque j'étais adolescent, qui était extrêmement intense. Et en étant étudiant en psycho, d'abord, bien sûr, j'ai trouvé une théorie qui me permettait de nommer, de me représenter toutes ces mouvances internes, douloureuses, déchirantes qui me traversaient. Donc ça a été un premier pas déjà pour aller mieux. J'ai pu, lorsque j'ai commencé à être extrêmement anxieux, extrêmement mélancolique, aller frapper à la porte d'un analyste qui m'a énormément aidé, ce que j'aurais peut-être pas fait si j'avais fait d'autres études. Et enfin, lors de mon premier stage, il n'y a pas de hasard là encore, dans une aide sociale à l'enfance, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais être soignant. Et c'est là que je me suis éloigné peut-être un petit peu de la littérature, même si j'y suis revenu et j'y reviens, pour être... Oula, avec la chaise qui passe. Et pour... voilà. Du coup, j'en perds mes mots. Mais bref, pour me rendre compte que j'aimais faire ce métier, que j'ai trouvé du sens, que j'ai trouvé ma place. Après, effectivement, ce n'est pas un hasard du tout, puisque le sujet du livre, cet enfant thérapeute, c'est ce fantasme de réparation, puisque pendant très longtemps, j'ai voulu être l'enfant thérapeute de ma mère. Pendant très 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 longtemps, pendant des années. J'ai cru que c'était mon rôle, que c'était mon devoir filial de la sauver, de lui venir en aide. Alors je lui donnais de l'argent, je l'écoutais, j'écoutais sa peine, son désarroi, au point de disparaître moi-même dans ma propre souffrance, au point de ne plus exister en tant que personne, mais uniquement dans cette fonction thérapeutique. Quand on dit enfant thérapeute, une personne est venue tout à l'heure prendre le livre, m'a dit c'est très beau d'être l'enfant thérapeute. C'est pas le cas, c'est une malédiction. Ça a été la mienne, ça a été ma douleur terrible de ne pas parvenir à sauver ma mère, de calvaire que je méconnaissais. Elle ne nous parlait pas de son histoire, mais je percevais sa mélancolie, je percevais sa douleur, je la sentais. Alors j'essayais, sans arrêt, d'essayer de lui venir en aide. Ma mère, qui elle, de son côté, s'occupait, surinvestissait la relation avec ma sœur, qui, lorsque j'étais adolescent, est devenue anorexique. Et par la suite, plus grave, schizophrène, toxicomane. C'est ça. Les prénoms ont été changés dans le livre, même si c'est un roman, tout y est vrai, mais les prénoms ont été changés. Et c'est pour ça que j'avais cette double invisibilisation, à la fois dans le regard maternel qui était concentré sur ma sœur, et à la fois dans cette identité de personne, mon identité, qui était la mienne, puisque je disparaissais dans ce rôle de soignant impuissant. Puisque bien sûr, tous les efforts que je faisais ne suffisaient jamais à apaiser son chagrin, à l'aider à se redresser, en fait. Et le drame de l'enfant thérapeute, c'est qu'on le paye toujours. On le paye.
Ma mère a été, durant l'adolescence, extrêmement violente avec moi, psychiquement, physiquement. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de chantage. Enfin, ça a été vraiment une période infernale pour moi. Je m'en suis relevé très difficilement et je m'en ai beaucoup voulu. Et le problème, c'est qu'elle-même, en fait, si elle attendait de moi cette réparation, c'est parce qu'elle-même avait été victime de maltraitance auparavant et que ses parents à elle déjà attendaient qu'il la répare. C'est pour ça qu'il y a toujours des répétitions de la maltraitance. Je parle beaucoup, je suis trop... Non, mais c'est exactement ce qu'on perçoit à la lecture de ce livre. Et pour replacer rapidement dans le contexte, en fait, à l'âge de 5 ans, votre maman, 14e enfant de sa fratrie, est confiée à la NAS, couverte de morsures, affamée, apeurée, placée chez les religieuses. Il y a, je me permets juste de le signaler parce que la couverture de ce roman, on voit des épluchures d'orange. Il y a une séquence qui est à la limite du soutenable. Il y a cette orange qui est épluchée donc, par votre grand-père. Il donne des quartiers à différents enfants et votre maman, il lui jette des épluchures en lui disant c'est finalement tout ce que tu mérites. On comprend bien aussi, on va encore avancer dans le détail du livre, mais on comprend bien la violence pour votre maman. Oui, c'est tout à fait ça. Donc ma mère ne parlait pas de son histoire. Je savais qu'elle avait été placée quand elle avait l'âge de 5 ans. Je savais qu'elle était la dernière d'une famille de 14 enfants. Et je pensais que c'était parce que mes grands-parents ne s'occupaient que de sa sœur aînée qui était très lourdement handicapée. Je ne savais absolument pas le calvaire qu'avait été sa vie. Par un concours de circonstances que je raconte dans le roman, finalement, elle m'a parlé de son histoire. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte que jamais j'aurais pu la sauver de ça. Jamais j'aurais pu la sauver de cet enfer qui déjà était passé, était achevé, et surtout qui était absolument insondable. La deuxième partie du livre est un journal fictif. Je me suis démené à essayer d'inventer le journal de l'enfance de ma mère. Ce journal terrible à partir de notes, à partir d'échanges avec elle, pour retracer cette trajectoire et mieux comprendre comment elle avait survécu et comment... Et c'est à partir de là que Samuel, l'enfant que vous êtes, mais qui est aussi évoqué dans ce livre, prend conscience finalement de tous les enjeux de cet enfant thérapeute et de cette épée de Damoclès qui est sur lui en disant c'est la dernière ligne droite que je dois prendre pour arriver au bout de ces soins, si j'ose dire. Exactement, et il y a quelque chose finalement dans le livre, je me rends compte, de très universel. Ce qui est universel, c'est la question de l'amour. Moi, j'aime ma mère énormément, et je crois que j'ai pu me rendre compte de cet amour quand je suis parvenu, et la littérature le permet, à concilier la haine, l'amour, l'horreur qui a pu être la sienne, la générosité, la créativité. En fait, de comprendre qu'il n'y avait pas d'idéal ni positif ni négatif, qu'elle n'était ni héroïque ni monstrueuse, que c'était juste un être humain. Et ça, j'espère que ça résonnera auprès des lecteurs. Ça a l'air d'être plutôt le cas, puisque là, c'est mon 9e livre et j'ai jamais reçu autant de messages, de mails. Enfin, c'est vraiment même très dur à lire pour moi, parce que bien sûr, le sujet est extrêmement sensible, vous en doutez. Mais il y a cette idée, en tout cas, de reconnaître l'autre dans son altérité. Et c'est là que surgit la notion de pardon. C'est qu'une fois qu'on reconnaît son humanité, en fait, le pardon, ça va tout seul. Et je donne les journalistes ont moins réagi sur ce passage du livre, parce que je pense que le journal a beaucoup choqué et beaucoup frappé, le journal de la deuxième partie. Mais par exemple, sur mon père, le pardon n'a pas du tout été possible, il ne l'a pas souhaité, il n'a pas du tout. Et voilà, c'est pas une injonction au pardon, ce livre, du tout. C'est plus une invitation à se rencontrer, à pas essayer forcément de sauver ceux que vous aimez, et surtout pas de les sauver malgré eux, mais d'abord de vous sauver vous-même. Et avec toute la polysémie du sens de se sauver, partir aussi, pouvoir partir, pouvoir s'exiler pour pouvoir se retrouver. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça ne vous choque pas, Samuel, si je parle aussi un petit peu de malédiction d'une manière générale, parce que j'ai en tête ce passage où, pour le coup, vous n'êtes pas directement concerné, mais un passage entre votre sœur et votre papa. Votre sœur est très mal, elle est au plus bas et elle tend sa main tend la main pour obtenir de l'aide, et le papa lui dit tu n'as qu'à te suicider. C'est de l'incitation au suicide, hein, c'est pénalement répréhensible,
ce qui vous laisse bien imaginer les enjeux aussi juridiques autour du livre. Bien sûr. Et le risque que c'était de le publier, mais ça m'a tellement choqué, ça m'a tellement heurté que je tenais à ce que ce soit dans le livre, justement pour montrer que la réconciliation n'est pas toujours possible. La réconciliation, ça implique déjà de se concilier, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir parler. Ne vous forcez jamais à donner votre pardon, ne vous abîmez pas dans l'autre, jamais. La première personne dont il faut prendre soin, c'est de soi-même, je crois. Si on reprend un petit peu le schéma d'un point de vue purement au niveau de l'écriture, il y a cette première partie qui est l'état fantôme, et ça démarre par Noël, une période ô combien symbolique. Et dès les premières pages, on sent que ça tangue, qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Une période qui est propice à la joie, à l'allégresse, au partage. Là, même si le ciel semble un peu se dégager, vous allez nous l'expliquer, parce que finalement, ça part d'une invitation, viens passer Noël à la maison, etc. etc. Et ça ne se passe pas exactement comme ça devrait se passer. Mais au fond de vous, est-ce que vous le savez que ça ne va pas bien se passer et vous y allez quand même? Je pense qu'en fait, sur ce qui s'est passé sur ce Noël, c'est que j'étais véritablement divisé. Une part de moi était adulte, psychanalyste, psychologue, et savait très bien que ça partirait dans tous les sens et que ce serait compliqué parce que ma sœur serait présente, et que quand ma sœur apparaît, le cerveau de ma mère fait une sorte de switch, et tout le reste disparaît, et ça donne lieu à des scènes extrêmement démentielles comme présentées dans le livre. Et l'autre partie qui reste, c'est l'enfant en moi. L'autre partie, c'est l'enfant qui aimerait retrouver sa mère, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'amour, qui publie des livres, qui est dans les médias, qui fait plein de choses et qui dit regarde maman, j'existe, aime-moi. Et malheureusement, ça ne marche pas toujours, et ça n'a pas marché cette fois-ci-là, du tout, parce que ma mère a construit un théâtre autour de ce Noël. Elle a pensé qu'elle pourrait exorciser les ombres du passé si le décor était assez beau. Si le décor était assez beau, finalement, le texte se nourrirait par lui-même, et ça ne marche pas. On mise finalement tout sur, comme vous le dites justement, on mise tout sur le décor, sur les images, sur la symbolique, mais pas sur le cœur même, la relation finalement, qui n'est pas présente. Il y a cette deuxième phase un petit peu où on sent bien cette fois-ci l'emprise, parce que vous expliquez votre relation actuelle avec la maman, sans amour, pas de contact pendant 3 ans, et soudain, on bascule vers une mère omniprésente. Et alors là, pour le coup, on a cette sensation d'étouffement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer dans votre tête à ce moment-là? Je pense que il fallait l'accessoire Samuel. Voilà. Samuel devait être l'objet, le fils présent dans le décor, mais pas comme une personne en fait. Pas comme une personne du tout, vraiment comme un membre du mobilier, plus qu'un membre de la famille. Il fallait que je sois là. Et du moment où je suis arrivé, c'était terminé. Parce qu'elle mettait, ça c'est quand même énormément, ça s'est très bien résolu finalement, elle mettait tellement d'énergie dans la construction de cette célébration, voilà, très en avance, et les gâteaux, et les cadeaux, etc., que évidemment que l'effondrement n'en était que plus fort, évidemment que la douleur n'en était que plus cuisante. Et là encore, je le payais avec cet aspect que vous avez très bien identifié, qui était le côté cyclique. C'est-à-dire, je la voyais apparaître tous les 3 ans, aux alentours de septembre, et je savais qu'elle allait me demander de venir à Noël, comme à chaque fois je savais que ça se passerait mal, et comme à chaque fois j'y allais, jusqu'au jour où j'ai cessé de vouloir subir. Il y a un moment, la coupe a été pleine, et je me suis dit, là, il faut que tu survives à ça, quoi. Tu peux pas, en fait, tu peux pas t'abîmer, tu peux pas t'égratigner. Ce que je vous dis là, c'est un côté un petit peu idéal, parce qu'à côté de ça, moi j'ai travaillé dans la protection de l'enfance, et je pense vraiment que j'ai essayé d'aider tous les enfants possibles, parce que j'avais pas pu aider ma mère. Hein. Soyons clairs, il n'y a pas de... Je ne me présente pas là comme le chevalier qui s'en est sorti, je ne suis pas du tout. C'est que d'ailleurs, quand le livre est sorti, que j'ai arrêté de travailler dans la protection de l'enfance. Vous voyez que j'ai cédé sur cette impuissance-là. La torture est poussée jusqu'à l'extrême, en tout cas la torture psychologique, parce que il y a durant ce Noël la volonté de la part de votre maman de vous faire un cadeau. Et elle dit, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je vous lui répondais, mais non, j'ai besoin de rien, je travaille, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et elle insiste. Vous finissez par lui dire, voilà, pour une piste, comme on pourrait faire avec un enfant qui a atteint un certain âge et à qui on ne sait plus quoi acheter. Bon, qu'est-ce qui te fait plaisir? Et on s'attend à recevoir ce cadeau. Qu'est-ce qui se passe pour Noël quand vous vous présentez? Il n'y a rien. Rien du tout. Rien du tout. Elle invente tout un tas de mensonges à ce moment-là, ce qu'elle appelle des mensonges charitables, qui a marqué mon adolescence. Alors
Alors que moi j'ai vraiment dit que je voulais rien, et voilà, je me suis construit tout seul financièrement, à tous les niveaux, je me suis débrouillé tout seul pour devenir docteur et psychologue, vraiment sans aucune aide. Et du coup j'avais pas besoin de ce livre, c'est juste parce qu'elle m'a pressé d'accepter tout ça pour qu'il n'y ait rien en fait, les paroles mais pas les actes. Donc là, à ce moment-là, c'était très douloureux parce que je me suis senti trahi, piégé, sachant que j'avais lutté pour qu'elle ne m'offre rien. Ça paraît un détail, on s'en fiche du matériel, mais c'est l'intention. Si elle m'avait écrit un petit mot en me disant Samuel, désolé, etc., ben voilà, je suis content que tu sois là. Non, pas du tout. C'était le simulacre de ce théâtre familial qui a changé. Là, ce Noël, par exemple, je n'ai rien demandé et elle avait vraiment fait des recherches, elle m'a offert des livres sur le Japon parce qu'elle sait que j'aime bien, etc. Donc il y a vraiment un grand bouleversement et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il y a aussi l'univers dans lequel vivait votre maman, qui est aussi glaçant. Hein. Vous décrivez cette grisaille, les immeubles laissés à l'abandon. On est quand même dans... on se dit, mais il y a tout qui s'acharne en fait autour de cette histoire. Il n'y a absolument pas un seul rayon de soleil à aucun moment. C'est dur, mais c'est ça. C'est un état de cendre, un état gris, un état brumeux, et il est vrai que c'est troublant. Je pense au tableau de Caspar David Friedrich, il est troublant de voir comment parfois la nature se met au diapason des âmes. Et moi, je visualisais mon adolescence de mes 14 à 19-20 ans quand je suis parti, comme un état brumeux, un état mort, où chaque jour était le même jour, où chaque jour c'était les mêmes gestes, les mêmes mots, et où la seule chose qui réussissait à me tirer de cet enfer, c'était d'aller en cours. C'était d'aller en cours, de pouvoir constituer un savoir, d'apprendre l'histoire géo, les maths, peu importe, mais de constituer un savoir, parce que quand vous avez rien, vous avez deux choses. Vous avez votre corps, et vous avez le savoir. Le savoir, construisez un savoir, personne ne pourra jamais vous l'arracher. Ce que vous apprenez, personne ne pourra vous le prendre. Et moi, j'avais rien. Ma mère, bon, alors c'est vrai aussi, mon père était parti, elle se débrouillait toute seule, mais je réalise aujourd'hui combien elle s'est battue pour nous élever seuls, ma soeur et moi, mais j'avais au moins ça, j'avais au moins cette béquille-là, et qui par la suite m'a ouvert effectivement les maisons d'édition, les plateaux télé, tout ça, mais à l'origine, l'idée c'était de survivre. Un savoir, ça peut vous sauver la vie parfois. Vous appréhendez les retrouvailles à chaque fois, et pourtant, vous y allez. Exactement. Il y a vraiment quelque chose d'une grande puissance de l'infantile, de l'enfance.